C'est une petite marée. Bonjour, bienvenue aux soutenances de notre spécialité Sustainable Innovation and Design sur le site de Rennes. Nous avons notre partenariat avec les causeurs. Nous allons conclure cette session de soutenance avec la soutenance de Violaine Buet, qui va être qui a été encadrée sur sa thèse professionnelle par Joanne Clavel, qui est en ligne et que nous saluons, avec la présidence de Claire Algamadi, entourée de membres du jury Emmanuel Touan et Goulben Baron. Nous avons une audience sympathique de ses camarades qui l'écoutent aussi. Voilà. Donc 1 heure de présentation, enfin une heure pour soutenir, 30 à 35 minutes de présentation, et puis les questions-réponses avec le jury. À toi la parole, Violaine. Merci Geneviève. On attend Claire ou je commence? Voilà. Ben, merci à vous d'être là, en présence et à distance aussi. Donc, je suis Violaine Buet. 6h12 minutes et 30 secondes. C'est le temps précis du mouvement journalier de la mer qui monte et qui descend, dû aux attractions combinées de la Lune et du Soleil sur la masse des océans. J'ai souhaité partir d'un rythme de la Terre pour démarrer ma réflexion entre les articulations humaines et les milieux vivants. Comme un rappel, un repère, un ancrage. Et avec aussi cette question de fond, comment est-ce que c'est possible qu'un tel cycle océanique nous est devenu vaguement familier? Ma pratique d'artisan designer du littoral me fait expérimenter depuis quelques années l'engagement, oh c'est bizarre. Voilà. L'engagement physique, manuel, intellectuel. Ah, excusez-moi. Du coup, je ne peux pas passer. C'est le mode de... Peut-être le mode... Ah ouais. Peut-être. Merci beaucoup, Nathanaël. Ah, il y a un problème de son, je pense. Je vois peut-être si mon... Il faut que je regarde sur Teams, sur... Là, si mon micro est éteint. C'est bizarre, ça parle? Non, on a toujours l'écho. Bon, désolée. Je me remets le timing. Donc, je reprends, je poursuis, excusez-moi. Ma pratique d'artisan designer du littoral me fait expérimenter depuis quelques années l'engagement physique, intellectuel, manuel auprès d'un milieu, donc en l'occurrence les macroalgues sur les côtes bretonnes. Et l'année de formation, cette année de formation SIBD me fait expérimenter une nouvelle étape, le passage en fait d'un geste individuel à un déploiement collectif territorial.
Rapidement, je vous retrace un peu mon parcours pour vous dire qui je suis et d'où je viens. Donc, j'ai une formation en sciences humaines, une licence de sciences de l'éducation et aussi une formation en langue des signes. J'ai découvert le design grâce à l'ENSI, en rentrant à l'ENSI aussi, et avec un diplôme de création industrielle en 2005. Donc, en fait, ça fait exactement 20 ans. En mars 2005, j'ai réalisé ça. Et peu de temps après l'ENSI, pour des raisons familiales, j'ai vécu en Inde pendant 7 ans, en Inde du Sud, à Bangalore. J'y étais designer indépendante. J'ai aussi travaillé à l'école de design de Bangalore, à Shristi, sur la coordination d'un master. Et j'ai passé beaucoup de temps dans un lieu artisan, un atelier d'impression à la planche, de block print, où j'ai vraiment expérimenté une alternance de hiérarchie. En fait, j'ai été à la fois formée par les artisans et à la fois directrice de création de textiles. En rentrant en France, en 2014, j'ai vraiment eu envie de poursuivre d'étoffer en fait cette compétence textile, et j'ai eu la chance de faire une année carte blanche aux Arts Déco à l'ENSAD à Paris, et en suivant le rythme des diplomables de 5e année et les cours techniques de 2e année. Et c'est là que en fait, mon projet, qui est un projet encore actuel autour des algues, est né en fait. Et donc, suite à cette année de formation, je suis rentrée en Bretagne. J'ai démarré ce que j'ai appelé un studio de recherche et création un studio de recherche et développement créatif autour des macroalgues. Et j'ai commencé en fait à développer et à manufacturer des textiles sur mesure pour des clients de la haute couture, de la scénographie, du cinéma, des tendances. Quand l'opportunité est venue en fait de cette formation à Rennes, je crois que c'était le moment pour moi, le moment de rechoisir mon métier de designer avec une maturité, et puis aussi avec cette perspective qui s'affirmait de faire du design, ce que j'appelle du design centré vivant. Au début, à travers mon mémoire, plusieurs questions ont été soulevées. Je vous en partage 3 principales. Par quelle correspondance le travail de la main et de la pensée font-ils chemin partagé? Et de quel ordre sont-elles, ces correspondances? Comment dialoguent-elles? Et là, j'ai cheminé entre de la matière créative, sensible, et son écho phénoménologique. Quelles sont les attentions communes qui portent ces 2 échelles d'action que je pressentais, artisanat et territoire? Mon travail, en fait, avec les algues me conduit à un regard élargi au territoire, et toutes les deux, ces 2 approches portent un soin et un intérêt au milieu, et aussi au commun qui les structure. Est-ce qu'une posture centrée vivant que j'avais déployée intuitivement sur les strands pouvait trouver un écho dans ma pratique de designer contemporain, intimement structurée avec les questions écologiques? Et aussi, quelle potentialité fallait-il réinjecter ou faudrait-il réinjecter dans nos méthodologies pour déployer notre lecture des autres qu'humains? Autre qu'humain, c'est un terme qui a été proposé par un anthropologue américain dans les années 60 et qui permet de dépasser l'opposition de cette expression des vivants non humains. Ça aussi, ça entraîne un changement de considération, notamment sur l'agentivité des organismes vivants. Et ce terme englobe de manière vaste tous les espèces et les organismes avec lesquels on entre en lien. Donc ça peut être une larve, un réseau mycorhizien, un fleuve. Notre lien à la Terre et aux écosystèmes vivants qui la composent est fragilisé. Je pars de ce constat. Les données sur ce sujet sont factuelles, chiffrées, temporelles. Je ne vais pas les lister parce que c'est aussi des données assez déprimantes. Mais moi, ce qui m'alerte particulièrement, c'est le fait d'arriver à une conception unidimensionnelle du monde, en rupture en fait avec la multiplicité des manières d'être au monde, qui finalement nous entrelace au vivant.
On oscille entre deux formes un peu extrêmes de l'exploitation et la sanctuarisation. Et ces deux formes sont des formes d'emprise. Nous sommes ultra technicisés, j'aurais envie de dire pour le meilleur et pour le pire, et spécialement dans un contexte et des perspectives actuelles où la grande puissance technologique et grande puissance politique s'allient. Ce qui m'interroge, moi, ce n'est pas la technologie en elle-même, mais c'est lorsqu'elle nous prive, lorsqu'elle nous excuse, lorsqu'elle nous éloigne des langages et de la connaissance profonde des vivants. Nous sommes ultra technicisés, mais nous avons perdu la lecture de la terre. On porte vaguement attention aux saisons, aux plantes de nos jardins, à la qualité d'un humus. Et peut-être encore plus interrogateur, on ne reconnaît plus et on n'apprend plus que le monde naturel est socialisé de part en part. Et là, je cite Nastasia Martin et Baptiste Morisot. Notre environnement technologique devient de plus en plus indissociable de la nature humaine quand le vivant s'en éloigne. Et en fait, ce constat que je fais, il n'a rien d'une vision passéiste ou nostalgique. Moi, en fait, de réaliser ça, ça me met vraiment en curiosité. Je me dis, mais en fait, comment ça serait si on s'alliait avec les 9 millions d'espèces vivantes de la planète? Bon, j'imagine que ça serait l'inconnu, parce qu'ils font peu ou pas partie de nos vies. Je crois que ça serait aussi chaotique, comme peut l'être tout rassemblement de perceptions et de langages très différents. Et j'imagine, et je crois sincèrement que ça serait aussi fertile. Et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais faire collaborer des savoir-faire et des intelligences diverses ouvre aussi des voies de l'innovation. Bon, je pense quand même que pour ce grand chantier, on a du pain sur la planche. Et je me suis demandé, tiens, nous, avec nos compétences de designer, qu'est-ce qu'on pourrait apporter? Alors, nous, designers, nous travaillons à aiguiser nos regards. C'est sûr, pour moi, c'est un outil assez pivot entre ce qu'on a processé, ce qu'on voit et ce qu'on projette. On observe les usages et les besoins dans une méthodologie d'anthropologie appliquée. On crée, on modifie, on transforme constamment notre palette d'outils selon les situations et avec une agilité et une plasticité nécessaires. On analyse des données pluridisciplinaires et pour moi, elles sont les garantes de propositions fines et pertinentes. Le fait d'aller dans différents champs, différentes strates en fait. Après un temps d'analyse souvent conséquent, on décrypte des enjeux clés qui forment des problématiques. On navigue entre de la matière sensible et des cahiers de route opérationnels. Ça, c'est un jalon que j'ai vraiment particulièrement... je me suis reverbalisée ces années et c'est une partie que j'aime vraiment profondément en fait. Et on scénarise des propositions, des actions qui vont prendre soin du milieu. Forte de ces constats, je pose ce postulat, nous designers avons un rôle et des compétences pour accompagner les transformations dans la construction de nouveaux rapports au vivant. La nature monte sur scène, éclatée en 1000 formes de vie et réclame un autre script, une autre partition. Ce à quoi je rajoute, la nature réclame l'élaboration d'un monde commun. Et qu'est-ce qui peut nous accompagner dans cette cohabitation? Dans cet intérêt que j'ai pour ce sujet fondamental, il y a vraiment un désir d'aller à la source, d'atteindre les lignes qui feront bouger notre édifice anthropocène, capitalocène. Et en fait, c'est aussi mon interprétation et mon engagement derrière l'intitulé « Innovation durable ». Il y a pour moi, dans l'innovation durable, une recherche de cosmicité. Et là, c'est-à-dire, et là je cite Augustin Berg, un ordre général où l'être humain et les choses qui l'entourent, à toute échelle, sont en correspondance, et où, de ce fait, chaque personne trouve sa place. Donc, Augustin Berg, qui professe la mésologie, l'étude des milieux, et avec qui j'ai eu la chance de dialoguer régulièrement. À l'opposé, et si clairement identifié ici, dans toute sa splendeur, ce que la mésologie appelle la déterrestrialisation ou l'acosmie, la perte de cosmicité. C'est-à-dire, quand on se dit « Ah, on a bousillé une planète, il nous en faudrait une deuxième ».
La théorie de l'Umwelt, littéralement, ça veut dire les mondes alentours, a été développée par un naturaliste estonien, Uexküll, au XIXe siècle. Il définit la façon dont chaque espèce conçoit son milieu à travers ses sens. Et par là, il se penche sur les pratiques, sur les formes pratiques des puissances. Et en fait, cette question, elle est assez intéressante. De quoi les espèces vivantes sont-elles capables? Parce qu'en se posant ça comme question, on s'éloigne de visions angéliques ou vulnérabilistes de la nature. La connaissance de l'Umwelt m'apparaît comme un jalon et un pas vraiment important pour structurer de nouvelles interdépendances. La meilleure manière pour moi de parler d'interdépendance fertile, c'est par un exemple ou un récit que vous connaissez peut-être, qui parle d'un très grand hydromorphologue, qui est le castor. Donc cette collaboration très sérieuse, hein, elle a été démarrée aux États-Unis. Là, vous voyez, c'est Susan Husky qui fait ses dessins, en fait, et qui a vraiment pris part à ce développement de coopération. Il a été repris en France par une association, le Mouvement d'Alliance avec le peuple castor. Et en fait, leur but, c'est par des actions biomimétiques, ils initient un travail de guérison des rivières. En fait, ce qui se passe, c'est que les rivières, pour nos besoins fonciers, elles ont été corsetées, donc des lits méandreux majeurs, on a tracé des lignes directes. Ça a entraîné une accélération de débit d'eau, avec des symptômes de l'incision, la simplification, la déconnexion, et des grandes sécheresses, en fait. Et les savants barrages des castors, ils sont en fait des ralentisseurs d'eau, parce que les castors, ils construisent leurs barrages dans le sens de l'eau, en fait. C'est parallèle, c'est pas perpendiculaire. Du coup, ils viennent ralentir l'eau, et l'eau vient se reprendre son aise, aller chercher des sédiments sur les côtés, les ramener au milieu. Enfin, il y a tout un cycle très important. Et en fait, ça en fait des véritables alliés pour passer de l'ère du drainage à l'ère de la réhydratation. Les territoires seraient les lieux de notre échelle, les lieux qu'on éprouve quotidiennement, les lieux qu'on peut penser avec justesse. Comment, en tant que designer, je fais alliance avec le vivant voisin? Ce dialogue s'est développé pour moi à travers un geste artisan, en avançant avec un matériau vivant que j'apprivoise petit à petit. Il ne s'agit pas de contorsionner la matière, mais d'écouter ses rythmes, sa biochimie, son intelligence, et aussi d'accepter de ne pas savoir où on va. En fait, vraiment, à travers ce projet, j'ai dû accepter que les réponses allaient venir au fur et à mesure du process. Dans mon mémoire, je dis que penser algue, c'est laisser l'océan liquéfier mes repères anthropocéniques. C'est aussi remettre mon attention dans une acuité perceptive. Plusieurs penseurs contemporains parlent de crise de la sensibilité, de crise de l'attention, en distinguant l'attention exogène, c'est tout ce qui m'est imposé de l'extérieur, attention endogène, c'est là les choses qui vont venir de moi. Et j'expérimente avec ce projet que la corporéité de la pratique, parce que les algues, je dis des laminaires, des grandes algues brunes, elles sont volumineuses, elles sont massives. La contrainte des marées fait qu'il y a un timing qui est relié aux éléments. Et en fait, tout ça génère pour moi un nouveau canal d'attention au milieu. Évidemment, c'est aussi une pratique manuelle, ce qui renforce ce propos. Là, vous voyez des échantillons, donc il y a des algues tricotées, tissées, colorées, gaufrées, imprimées, tressées. Enfin, j'utilise vraiment plein de techniques, c'est vraiment hybridé. Et à travers ce projet, j'ai développé un réseau multidisciplinaire assez large, et ça a aussi confirmé une conviction que j'ai de me dire que le décloisonnement des disciplines fera naître de nouveaux récits. Et j'ai vu que j'avais envie d'utiliser nouveaux récits plutôt qu'innovation ici, peut-être et probablement parce que ça porte l'action sur quelque chose qui me paraît vraiment crucial, c'est-à-dire un processus de transformation. Et j'ai l'impression qu'à ce stade, dans nos maturités, on a besoin d'encore travailler le croisement des disciplines, en fait. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est un appel à projet que j'ai fait cette année, Worth, appel à projet européen, avec un duo. Donc j'ai travaillé avec une start-up autrichienne qui bosse la coloration par bactéries. Donc en octobre, j'ai amené ma matière et on a fait de la coloration par bactéries aquatiques
sur les algues et je vais les tisser et puis on va exposer à Milan. Donc en fait, je mélange un travail à la fois plus recherche, un travail de production et puis aussi un travail d'exposition. J'ai une de mes pièces qui est dans la collection permanente du musée de Philadelphia depuis 2019. Et je crois que les pratiques artisanes, en fait, elles ont des choses à apporter dans les transformations, parce qu'elles sont quand même pas mal à la croisée entre les rythmes frénésiques sociétaux et des rythmes de la terre. Souvent, elles sont proches de la matière, en fait. Elles avancent, elles défendent le slow making, le faire lentement, et elles distillent des imaginaires qui sont souvent inspirants. J'ai impulsé mon travail de mémoire par un carnet de bord et cet été. Et c'est vrai que même si les carnets de bord, c'est un peu un côté voyageur, vacances, en fait, c'est une vraie méthode auto-ethnographique qui n'est pas un en dehors de la recherche. Elle participe aussi à l'entrée fine vers un milieu. Et chacune, dans chaque visite à l'estran, en fait, ça pouvait paraître assez anodin, mais quand je prenais le temps de l'analyse, eh ben, j'en retirais un enseignement. Dans une posture finalement assez proche de celle de la récolte et de la cueillette, la démarche de design d'investigation nous entraîne sur le terrain et sollicite tous nos canaux d'attention. J'ai repensé à une expérience que j'avais eue en Inde. J'avais travaillé sur mission pro pour Renault à Mumbai. Et en fait, à ce moment-là, c'était moi il y a 15 ans, j'avais appelé ça une étude de socio-design. Et en fait, bon, pendant quelques mois, j'ai travaillé sur un parallèle, les Indiens et leurs bijoux et les Indiens et leurs automobiles. Donc ça m'a fait rentrer dans l'univers des gens, ils m'ont sorti leurs bijoux, c'est quelque chose là-bas en fait. Et du coup, j'ai mélangé cette matière assez sensible aussi à ce que le client attendait aussi de comprendre comme information. Et j'ai retrouvé ici cette posture que j'avais particulièrement aimée, qui est pour moi une posture d'empathie maïotique, c'est-à-dire une empathie assez vive et connectée. Et donc ici, vous voyez sur ces photos les rencontres clés qui m'ont fait rentrer dans le sujet de l'éolien en mer qui m'a été proposé dans le cadre de mon immersion à la station marine de Concarneau. Donc il y a les exploitants, les pêcheurs, les récoltants d'algues dérives, la criée en péril, la station marine de Concarneau. Et en fait, cette enquête, elle s'est faite en naviguant à travers des strates variées, institutionnelles, économiques, sociologiques, psychologiques, scientifiques, avec une curiosité de rassembler ce qui ne se voit pas au premier abord et d'assembler en fait ce qui est pour moi ce que j'ai appelé des indices de nouveaux récits qui viennent du terrain jusqu'à proposer en fait, faire des propositions et jusqu'à la naissance du sens. Et je pense que faire alliance de voisinage, c'est prendre soin des rencontres, mais aussi de la matière qu'on active. Une matière qui est potentiellement invisibilisée jusque-là. Et parce qu'en fait, on sait que dans un système, quand on touche à un point, c'est tout le système qui se met en mouvement. Donc d'en prendre soin et aussi de l'utiliser en tant que moteur et levier. L'horticartographie m'a aidé à mieux comprendre le système qui était vaste et complexe. J'avais juste ce sujet, l'éolien en mer. J'ai eu besoin, et ça m'a beaucoup aidé, d'associer les analyses d'entretien à une spatialité. Donc là, c'est un document de travail. Je sais que vous ne pouvez pas lire, mais je voulais vous montrer l'approche. J'ai pu isoler évidemment des clusters, donc des thèmes qui sont dessinés, et j'ai pu visualiser par strates d'acteurs la localisation des réponses. Et moi, ça m'a vraiment aidé d'avoir une spatialité des entretiens. Et ça illustre aussi ce que je disais plus tôt, c'est que sur la plasticité de nos outils, qui ont besoin d'être transformables en fait, et qui naissent aussi, comme les réponses naissent d'un milieu, les outils aussi. J'ai couplé le sujet de l'éolien à l'algoculture, et puis finalement l'aquaculture multitrophique intégrée. Donc c'est en fait un système de culture qui marche sous la forme de chaînes alimentaires avec les déchets des uns qui nourrissent les autres. Donc dans ce cas-là, c'était algues, pectinidés, donc les coquillages, puis les invertébrés et les brouteurs, les détritivores en fait, dans la boucle. J'ai vraiment adoré entrer en lien avec l'Institut Agro qui a une annexe à la station et travailler ce côté assez technique en fait,
c'était passionnant et ça confirmait que travailler avec des scientifiques, c'est super riche, mais aussi avec des techniciens, c'était vraiment complémentaire. Imaginez une cohabitation sur un parc offshore éolien, ça entraîne des lots de contraintes, hein, c'est des systèmes très compliqués, mais c'est aussi important parce que ça vient ouvrir un espace marin qui a été soudainement privatisé et l'ouvrir aux présences socio-économiques locales. Donc en me demandant ce qui faisait sens pour le territoire, je me suis questionnée et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut penser à une souveraineté énergétique éloignée d'une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité de se nourrir avec le milieu, en fait. Enfin, plutôt se nourrir avec la capacité du milieu. Et éloignée aussi d'un soin à une souveraineté du vivant. Une fois que j'avais compris ça m'a vachement aidée parce que ça m'a donné les trois parties prenantes qui correspondaient à des axes de grande transformation et qui s'alignaient aussi avec la notion des communs qui étaient en jeu. Donc moi, par 3 scénarios, j'ai tenté de renforcer leur présence. J'avais un scénario plutôt projet pilote coopératif de culture sur un site existant. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur un scénario où je me dis ce serait plus facile de faire ça en amont. Donc dessiner une carte d'éco-usage en amont de la planification d'un parc éolien. Ça m'entraîne à cette question, comment le design peut-il apporter une réflexion pour faire monde commun? Comment est-ce qu'on peut amplifier les perspectives d'un design centré utilisateur à un design centré vivant? Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Quels appuis on va avoir? J'imagine que nos capacités, et je crois que nos capacités d'empathie méthodologique seront requises. Le fait d'ouvrir nos cartes de travail à tout le vivant entraîne une nécessité aussi d'adapter nos méthodologies de récolte de données, d'itération, de communication à d'autres modes perceptifs. On va devoir prendre en compte les sensibilités, les cycles, l'écologie, les occupations de territoire des autres espèces vivantes, cartographier leurs interdépendances, les services écosystémiques. Donc c'est tout un nouvel entrelacement à capter et à retranscrire. On peut se dire comment on ferait une carte d'empathie pour du zooplancton, pour un goéland. Là, le collectif Zoépolis s'y attache à travers ce support. Et j'en parle peut-être, ce serait un nouvel axe aussi de recherche possible, de se dire, ça va aussi entraîner des grands changements sur notre manière de travailler. Je pense que ça va nous entraîner à travailler dehors, à revenir à un travail plus physique, en fait, à mettre le mouvement et le corps aussi en jeu. Ça entraîne aussi des adaptations de stratégie. La gestion du souple du trait de côte a été initiée par le Conservatoire du littoral et entame un changement stratégique significatif face à l'érosion et la submersion marine. L'heure n'est plus à la résistance, par exemple les enrochements, pour faire simple, mais à l'adaptation, s'allier avec des forces naturelles de l'interface terre-mer pour trouver des équilibres acceptables. Leur approche méthodologique est multidisciplinaire. Ils travaillent entre géographie physique, économie, politique, urbanisme, éducation publique. Et je suis en dialogue avec eux parce qu'ils démarrent un deuxième programme Adapto et je suis en lien avec eux sur ce sujet. Leur approche a inspiré mon troisième scénario éolien, plus prospectif, en m'autorisant en fait à aller un peu plus loin. Et j'ai hybridé la gestion souple du trait de côte avec l'approche castorienne, en imaginant des bassins aquacoles respirants, filtrants, désalinisants, et donc dans une proposition de transformation d'une zone critique, potentiellement même dramatique, de submersion, en une lisière fertile. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'utiliser aussi la graduation de la salinité pour avoir un échelonnage des cultures. Ça veut dire des cultures aquacoles, quoi. Se dire, tiens, ici, on pourrait avoir des salmonidés, des anguilles, des carpes, des crevettes d'eau douce. On sent que, du coup, c'est une zone qui va vers une polyculture, une multisaisonnalité, peut-être aussi multimétier, qu'on pourrait réintroduire, en fait, des techniques peu ou pas utilisées, issues de la mariculture,
de la riziculture qui associe une céréale à une aquaculture. On voit que, évidemment, ça entraîne un décrissement de fond aussi sur cette vision du littoral un peu comme une zone interface mouvante et zone d'échange, et que ça a besoin d'être accompagné par les acteurs du territoire, puisque ça induit de grandes transformations. Quelle potentialité réinjecter dans nos outils du design afin qu'ils nous guident à trouver la juste orientation? On voit qu'avec ces nouvelles directions, ce que je disais avant, on côtoie des données mouvantes, sensibles, complexes. On a besoin désormais, dans notre mallette de designer, de systèmes de pensée, de systèmes de représentation qui surfent avec la matière vivante. J'ai déjà évoqué le long de ma présentation la navigation multidimensionnelle de Basis Morisot, qui nous encourage à voyager en épaisseur entre les plans ontologiques. Il nous dit, mais pourquoi rester cloisonné à une seule cosmologie naturaliste, animiste, totémiste, analogique? Apprenons à métisser nos cartographies de travail. Je le cite, « L'enjeu serait d'apprendre à circuler entre les cartes et à les composer en fonction de moments. Quelle carte rend notre action et notre perception plus justes? À quel moment, pour agir dans quel cadre, pour résoudre quel problème? L'enjeu serait d'apprendre à chimériser les cartes ontologiques et à les maintenir simultanément. » Pour moi, cette vision ouvre un vrai axe de recherche en méthodologie du design. Et pour s'orienter, un autre appui que vous voyez ici en image, Terraforma, c'est un manuel de cartographie potentielle qui propose un nouveau dispositif de représentation. Il a été pensé par un trio, 2 archis et une historienne des sciences. En fait, elles ont déconstruit les cartes traditionnelles pour replacer, pour partir d'un point de vue terrien. Parce que les cartes classiques, en fait, c'est un point de vue dont on ne sait d'où, en fait, et elles sont reparties vraiment du sol. Et pour ça, en fait, elles ont inversé le centre de la carte, c'est l'atmosphère, par exemple, et l'extérieur, c'est le plus zoomé, en fait, le plus proche. Et en faisant ça, elles réintroduisent de la subjectivité et elles réintroduisent un potentiel de croissance. Donc, par exemple, ça pourrait être dans les potentiels de croissance, elles disent si on fait une carte, elles appellent ça des cartes points de vie. Si on fait une carte autour d'un arbre, ça pourrait être autour des échanges, des flux, de la photosynthèse, la cohabitation avec les autres espèces. Et elles les utilisent vraiment en boulot, leur valeur opératoire, elles les utilisent dans les diagnostics, la visualisation de données et la sensibilisation et la prospective. Moi, je suis rentrée en lien avec elles et j'ai commencé à dialoguer et j'aimerais bien me former en fait à leur technique pour l'utiliser dans ma mallette et aussi sur des questions littorales. Je voulais terminer par ces 2 exemples qui sont pour moi en fait des éclairages signifiants sur mon chemin de designer centré vivant. Et toujours en lien avec cette carte, en fait, j'ai réalisé que les algues m'entraînent au territoire, mais que maintenant, après ce cheminement aussi sur le territoire, j'ai envie de regarder les algues comme un territoire. Et c'était aussi le désir, en me penchant sur cette carte point de vie d'une algue, voilà la boucle qui prenait sens. Donc, ce que j'ai énoncé au début, ce passage et cet écho entre gestes artisans et pratiques du territoire, je vois que ça fait son chemin, ça prend corps, et ça confirme ce souhait que j'ai de réussir à composer et à utiliser ces 2 pratiques en parallèle et en correspondance. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, je suis en lien avec le Conservatoire du Littoral autour de ce projet de gestion souple du trait de côte. En fait, ils ont été très réceptifs à mon travail sur l'éolien et ils n'ont pas de designer dans leurs équipes encore qui travaillent sur ces sujets. Et le process que j'avais mené les intéressait pour travailler aussi d'éventuels récits paysagers prospectifs sur leur site pilote, en fait. Je fais partie du collectif Zoépolis. Ils sont basés à Lyon. Et c'est vrai que souvent, on se dit avec Nicolas, je dis « Ah bah, tiens, Zoépolis plus littoral, ce serait pas mal. » Donc ça, c'est une des pistes aussi qui reste ouverte. En tout cas, je m'imagine assez bien travailler avec eux sur des projets, sur des appels à projets qu'ils ont.
L'environnement station m'a beaucoup plu et c'est vrai que je suis restée un peu sur ma faim dans mon stage avec un projet finalement fictif et j'ai dit à Nadia, enfin au responsable de la station, et à Nadia et Guillaume, j'ai dit voilà, ça serait chouette quoi, de travailler de la même manière mais sur un projet en cours avec l'un ou l'autre des labos. Voilà, il y a aussi un projet de design lab pratique régénérative en Bretagne Sud sur le design dans les écosystèmes territoriaux. Voilà, un projet qui se met en place. Je ne sais pas si j'aurai un lien avec eux, mais c'est aussi une piste intéressante. Et puis, au passage, je remercie l'accompagnement de Joanne, qui est chercheuse et puis qui m'encourage aussi et qui se propose aussi de faire passerelle pour communiquer avec des milieux chercheurs, voilà, pour aussi pouvoir partager ma pratique, qui est une approche complémentaire de leur en fait. Et puis l'Institut de l'Océan qui a financé mon stage, donc le directeur m'a proposé de faire une publication pour leur réseau sur mon travail de stage éolien. Donc voilà, ça c'est un peu les pistes qui s'ouvrent, là où j'en suis après cette année. Merci. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bravo Violaine pour ce bel exposé. Donc moi j'ai prévu un petit mot pour résumer comment on a travaillé ensemble, comment j'ai accompagné le travail de Violaine. Donc commencer par dire que j'ai eu un très grand plaisir à accompagner son travail, que j'étais très intéressée par les voies qu'elle essayait d'emprunter, voire même j'étais très admirative de son savoir-faire d'artisane. Et on peut dire aussi que j'étais au début de son aventure de design territorial sur la question éolienne. Donc tout ça a été une aventure de recherche qui a été à la fois intellectuellement et puis même le type d'échange qu'on avait était extrêmement plaisant. C'est pas toujours le cas quand on travaille ou qu'on accompagne des masters. Nous nous sommes rencontrés en visio à peu près chaque mois, plutôt 2 fois par mois à l'automne. On a un peu intensifié ça. Et puis on s'est rencontrés physiquement à la station marine de Concarneau, où j'ai un programme de recherche sur la vivante et où elle a réalisé son stage. Donc c'était aussi une rencontre avec. On a fait des rencontres toutes les deux, mais on a pu aussi échanger avec Nadia et Guillaume. Donc mon rôle pour moi dans cet accompagnement, il a été plutôt de l'encourager sur certaines voies, je dirais. Violaine avait déjà effectué beaucoup de lectures, donc elle arrivait avec un corpus théorique assez important. Et là où je pense engagée à recomposer un peu son cadre épistémologique pour les penser depuis sa propre pratique, et donc chercher aussi à apporter à ce sens de recherche qui essaye de penser, pratiquer avec les vivants depuis son travail d'artisane à elle et son travail de designeuse. Donc l'une des voies, ça a été d'assumer une pratique phénoménologique, on pourrait dire, d'inciter à tenir un journal de bord et glisser une approche par le corps vécu. Et plus généralement, de partager des méthodologies d'enquête en sciences humaines et sociales, donc l'ethnographie de terrain, qui vont articuler à la fois des approches du journal de bord, mais aussi des enjeux d'entretien, de voir de nouveaux acteurs, et puis de penser des spatialités aussi bien subjectives que objectivantes, comme en géographie, en écologie scientifique, on peut en avoir. Parce que là, des grosses difficultés du nœud de son travail, c'était vraiment d'articuler les échelles de la vie des algues, de celle de sa pratique, et du faire avec, celle des acteurs du territoire qui sont en tension sur la question des éoliennes, et celle du territoire lui-même. Donc évidemment, on voit très bien qu'il y a une variation d'échelle entre locale et régionale, mais il y avait aussi un enjeu de comment les pensées systémiques en écologie scientifique peuvent rejoindre des approches plus phénoménologiques par des pratiques vécues. Et
Et je crois que c'est une vraie réussite ce qu'elle a proposé. On boucle bien tous ces enjeux-là dans son travail. Donc ça, c'est voilà, ce qui a été très très agréable dans le travail avec Violaine, c'est qu'elle c'est une grosse bosseuse, elle travaille énormément. Et moi, en tant que chercheuse en humanité environnementale au CNRS, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait s'engager dans une thèse, dans un travail de recherche à la fois théorique, mais aussi sur des recherches-actions, des recherches-créations. Après, je ne suis pas dans le monde du design, donc j'espère que les voies que j'ai pu je sais pas, impulsées, on n'était pas sûr, forcément, si elles étaient pertinentes sur les attentes du monde du design. Moi, je vous remercie au moins je remercie et Violaine, mais aussi je sais pas comment dire, que les encadrants aient accepté que je puisse suivre son travail, parce que c'est faire clair dans moi des humanités écologiques d'après moi. Merci, Joanne. Merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié. Ça m'a évoqué un travail de Bruno Latour sur le parlement des choses et le rapport entre le global et le local, le fait d'incarner des vivants non humains, y compris dans les sortes de jeux de rôle ou de récits. J'ai trouvé beaucoup de représentations conceptuelles, incarnées visuelles sur déphasage par rapport à l'ethnocentrisme. J'ai trouvé ça très intéressant. Puis le travail de Paul Virio, qui est un architecte qui a bossé sur la vitesse et sur l'impact de la vitesse sur les sociétés. Ah, sur les arbres. L'accélération. Ah oui, j'ai vu une. Sur les flux d'accélération, Ouais. que ce soit physique, technique, etc. Ça me fait penser, parce que le postulat de mener votre travail 6h12, c'est-à-dire de partir du vent. En fait, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça très nouveau déjà pour votre bibliographie et que ça évoque pas mal d'autres champs de recherche. Vous êtes parti, et ça a été assez bien expliqué par la personne avant moi, que vous êtes parti aussi de votre sujet d'artisanat et d'intérêt des algues. Vous avez fait un travail aussi sur les liens en mer. J'en reviens à ma question, parce que je tourne autour du pot, mais je trouve que vous avez créé quasiment des outils. Est-ce que vous envisagez, ou est-ce que vous serez à l'aise avec le fait de les rendre transposables, voire agnostiques à des sujets qui vous feraient quitter votre bord de mer, auquel vous tenez beaucoup, j'imagine? C'est vrai que la zone bord de mer, c'est mon milieu. Mais j'ai vécu aussi beaucoup à l'étranger, je suis aussi capable de sortir de mon milieu. Mais c'est vrai que comme j'arrive vite aussi à avoir un panel large et pas mal de choses, je trouve que comme sur ce projet des algues où je suis restée dans la constance, où c'est un projet de long terme en fait, je savoure aussi ce côté-là. Ancrage qui fait aussi, par exemple, là, d'aller dans la technicité de l'aquaculture, de pas non plus virevolter partout, parce que moi, ça a été quelque chose dans mon métier de designer avant qui m'a un peu joué des tours, d'avoir un peu une gourmandise comme ça, puis du coup de rester en surface, et je suis heureuse en fait aussi. Et puis c'est mon milieu, c'est vrai que j'ai été élevée presque sur les rochers des Glémans, et en fait après un long voyage à l'étranger, j'y reviens, et pour moi c'est pas anodin. Ouais. Mais évidemment que je suis aussi ouverte à d'autres. Quand on a travaillé l'outil, souvent il s'adapte on pourrait le transposer vraiment à d'autres milieux. D'ailleurs, c'est ce que je propose avec l'outil de point de vie, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le travail d'Isabelle Daéron. Je trouve que c'est un bon exemple de. Elle a une approche où elle vient du design graphique et puis ensuite elle l'a appliquée à l'eau. Elle a regardé l'eau, ce que ça donne dans la symbolique au Japon, et l'eau, comment on nettoie des conteneurs de poubelles en milieu urbain. Et pourtant, c'est toujours son travail, il n'y a aucun doute. Et le fait d'avoir des habiletés et des approches et des outils et de les transposer ailleurs, je pense que c'est aussi un peu l'objet du diplôme, de se dire comment je peux atterrir sur d'autres terrains. Je prends la suite, je souscris complètement. Je trouve que c'est un véritable travail de recherche. Joanne parlait d'un travail de thèse, mais pour moi, c'est la première étape d'un travail de thèse. C'est incroyablement fourni, fouillé, analysé. Constat, c'est vraiment une œuvre.
à part entière ce travail de mémoire et la soutenance que tu proposes. On sent aussi une grande maturité dans le questionnement de ce que c'est que le design, comment il peut être pratiqué. Tu fournis aussi plein d'idées, d'outils méthodologiques nouveaux, on les a cités, hein. La notion d'empathie magnétique, la cartographie des points de vue, c'est vraiment des outils hyper intéressants qui pour moi ne sont pas beaucoup diffusés aujourd'hui, pas assez diffusés. Donc il y a peut-être derrière aussi une question de diffusion, tu l'as posée dans d'autres secteurs d'activité, mais en fait de diffuser même à l'échelle de ton territoire, parce que pour le coup, moi je trouve que l'approche territoriale, elle est vraiment très intéressante. Et alors, du coup, j'en viens peut-être à un petit point négatif, où moi en tant que collectivité locale, pour le coup, dans ta démarche projet, par exemple, ce que tu as fait autour du parc éolien offshore, je me demande quel point de contact tu as pu avoir avec les politiques, les institutions, les cercles économiques, sur tous ces sujets-là, parce qu'un projet de territoire, il est forcément systémique, il intègre toutes ces compétences, toutes ces composantes en fait. Et du coup, voilà, ma question est peut-être plutôt sur la gestion de ce projet-là. Et si tu ne l'as pas fait, comment tu vois les choses pour intégrer des vrais projets de territoire demain? Enfin, le projet de l'AB régénératif de Bretagne, c'est hyper prometteur. Donc voilà, si tu intègres par exemple un lab comme celui-ci, quelle serait ton approche et ta méthode pour finalement sensibiliser d'autres acteurs à ces méthodes pour leur prouver que c'est une approche hyper intéressante et constructive pour les projets de territoire de demain? Ouais. Ma question est... Ouais, mais oui. Bah, en fait, j'ai bien vu qu'en première partie de projet, j'ai vraiment rencontré les parties prenantes proches, en fait. Et une fois que j'ai eu mes scénarios, là, j'ai creusé plus. J'ai eu un nouveau round en fait, de rendez-vous et de rencontres beaucoup plus institutionnels. Et en fait, et donc, la partie élue, j'ai eu un élu. Mais après, il y avait aussi des gens de la coopérative maritime, enfin des gens qui avant avaient potentiellement aussi des casquettes d'élus. Oui, voilà, donc j'ai eu un peu de regard. Donc, et c'est vrai que eux, ils étaient très. Enfin, je leur ai envoyé la présentation après, donc il y a eu il y a eu un retour. Pareil aussi pour le directeur du site éolien, en fait. Donc il y a eu un échange quand même assez, qui était vraiment. Enfin, je sentais que eux, ça avait un impact. Enfin, cette étude surtout par rapport à la criée en péril, en fait. Pour les pêcheurs, c'est aussi pour ça qu'ils sont rentrés qu'ils ont joué le jeu. On a fait des cartographies ensemble. Ils m'ont dessiné leur zone de pêche. Donc quand même, j'étais assez fière. Et donc, pour eux, c'était un outil vraiment potentiel pour appuyer le fait que la criée du croisic en péril, elle pouvait, en ayant une diversification autour des algues, faire valoir en fait sa singularité et sa raison de vivre aussi. Enfin, au moins proposer, montrer qu'elle avait un avenir. Donc, il y a eu, moi, j'ai eu l'impression d'avoir cette partie-là. Et tu as senti les politiques du coup sensibilisés et prêts à porter ce genre de projet parce que qui nécessite des fonds et des convictions et un engagement. Ouais. En fait, peut-être que moi j'étais plus en lien avec tous ceux qui avaient quelque chose un peu à en tirer, tous ces acteurs-là, en fait, un peu fragilisés par l'éolien, mais qui étaient heureux de rebondir. Et après, c'est vrai que de tels projets, sur le projet vraiment local, sur un site offshore existant, ce projet d'aquaculture, on a vu que ça serait des fonds faits en pas, que ça serait peut-être aussi, qu'il faudrait peut-être un investisseur en fait intéressé par l'algoculture, par exemple un gros industriel comme Allmix qui viendrait parce que les algues, il en a besoin en fait, voilà, qu'il faudrait qu'il passe par la criée quand même pour que le système marche. Donc ça, c'est vrai qu'avec l'Institut Agro, on a été assez loin, on a détaillé pas mal jusqu'à qu'est-ce qu'on cultiverait, combien de filières, c'était... Je rebondis avec ta question parce que c'est ce que j'avais noté ici. Merci déjà pour la présentation et puis pour le travail dans son ensemble, y compris le soin que tu as apporté au document, à la documentation, à la bibliographie, au lien que tu fais avec ce que tu as lu.
par rapport à ce que tu dis, c'est ça important parce que on sent, tu t'appuies vraiment sur tes connaissances passées et je pense que sur toutes tes connaissances passées pour arriver là. Il y a un sujet que j'avais noté sur justement cette notion systémique, parce que la systémique, tu l'as parfaitement sur l'ensemble des liens entre toi, le vivant et le design dans les pratiques de reconception, de reformalisation des systèmes et des milieux. Ça, c'est limpide. Et pour mon axe du clair, le parallèle, puisque tu nous dis que ce serait super de pouvoir superposer des cartes, pas les mêmes enjeux. En fait, mon sujet, c'est que cette carte politique, institutionnelle, économique puisse être, alors, je ne sais pas comment, mais superposée, tu vois, à ce que tu as en tête, parce que le lien et ce que tu fais, j'ai noté que tu avais dit, ouais, en fait, on est dans de nouveaux récits, donc c'est des nouveaux récits soutenables par le design que tu nous proposes, pour faire le parallèle avec l'innovation, un peu évolué, tu vois. Et donc là, tu nous proposes quelque chose d'hyper intéressant, intelligent, et il faudrait que ces nouveaux récits soutenables, ils embarquent les acteurs qui sont les acteurs décisionnaires. Moi, c'est là où tu vois le lien avec le décisionnaire, j'aimerais bien l'avoir parce que ça sent plus que bon dans tout ce que tu me racontes, non seulement on a envie d'y aller, mais on y croit, enfin, à l'aide. Tu feras intervenir la Convention des entreprises pour le climat, pour expliquer ce genre de lien. Mais j'ai vraiment une réponse là-dessus, c'est que la limite, c'est que j'ai été dans un projet qui était fictif. Je sais pas, c'était pas un cadre officiel et une vraie recherche en fait, avec un commanditaire et avec une attente. Et en fait, dans ces cas-là, pour prendre du temps des milieux professionnels, en fait, et puis comment on se présente en fait en stagiaire étudiante qui vient, eux, ils ont autre chose à faire. Oui, mais du coup, je l'ai vraiment joué à fond parce que ce que j'ai récupéré, c'était sous cette casquette. Donc, il fallait. Ouais. Oui, mais pour l'étape d'après, décisionnaire, c'est difficile quand on n'est pas dans. Ouais. C'est une vraie question. C'est auto-saisine du sujet. Un peu comme on a fait tous ensemble sur les projets de territoire et on continuera à le faire. On attend, et d'ailleurs, tu n'attends pas que tu aies une commande pour t'intéresser aux algues, à la fabrication, à ce que tu peux en faire, tu vois. C'est en toi. Donc, en fait, fais-toi confiance, tu peux y aller, un décisionnaire sans savoir casquette spécifique, tu vois. Juste parce que tu es toi et que tu as ton maître entier parle de ton travail, de l'organisation de ton travail, et comme tu l'as non seulement documenté, mais justifié de ton bout, là, on n'a fait aucune remarque sur la méthodologie, les outils, etc. C'est limpide. Donc le travail, j'avais ça à dire, tu vas essayer de superposer ça à des sujets qui sont pas sympas, parce qu'en fait, tu vas te retrouver dans un sujet où tu es dans un univers pas sympa, où tu as des gens qui vont être en opposition, en contradiction, qui vont être des détracteurs du sujet, et à l'inverse, tu vas peut-être avoir de bonnes surprises et rencontrer des gens qui vont t'aider de manière beaucoup plus forte, formelle, voire financière. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, effectivement, je ne vois pas là, tiens, je vais faire une thèse en chiffres dans une organisation et je reprends encore des études, tu vois, en plus. Alors, je sais pourquoi, mais tu as tous les indicateurs, nous, on a tous les indicateurs qui permettent très bien, oui, de toute façon, elle a déjà, entre parenthèses, elle a déjà fait 80% du chemin, quoi. Sur une thèse doctorale. Donc, et ça peut être un bon levier pour professionnaliser ta démarche en disant, tu vois, par exemple, la station de Concarneau ou l'école des métiers de la mer, à Concarneau aussi, tu dis, voilà, je rentre, je voudrais être pris en thèse, j'ai un sujet, j'ai un labo, parce que je continue dans le design, tu vois, j'ai un labo et tu vas plus explorer, mais mettre en pratique via une thèse ce que tu es en train de nous proposer. Donc, du coup, la question, c'est parce que tu dis que tu n'as pas. Tu n'avais pas projeté. Oui, non, mais parce que j'ai l'impression aussi que les temps de formation, c'est quelque chose. Et à un moment aussi, on a aussi besoin d'être réalité, terrain, et que j'ai fait des nombreuses années d'études. Et que, voilà. Ouais.
Oui, il y a un côté aussi matériel. Hein. C'était aussi pour rebondir avec les propos de Joël qui disait que tu es ravi d'avoir bossé avec toi et que tu avais en fait cette posture finalement scientifique universitaire quasi. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on se dit aujourd'hui en plus, comme on est dans un contexte économique un peu complexe, arriver en disant moi j'engage une telle, c'est pris en charge en partie et puis je vais continuer finalement à creuser mon sillon, soit dans la mer, mais peut-être le sillon quand même. Du coup c'est quand même c'est une voie de sortie qui aussi me paraît potentiellement intéressante. Ouais, mais en tout cas c'est sûr que la posture chercheur, enfin j'ai bien vu en étant à la station, enfin même il y a quand même beaucoup de connivence aussi entre les recherches. Moi j'avais l'impression d'être entourée de créatifs en fait. Ah ouais, absolument. Ça m'a fait ça. La frontière est ténue. Ouais. C'est pour ça qu'il faut plus travailler sur la mer. Moi je ne verrais pas tant la recherche comme un moyen de formation, mais bien comme plutôt un nouveau métier pour lequel tu sembles avoir des dispositions. Là-dessus, tu seras encouragé vivement par l'école, au centre de recherche en design, parce que on a besoin de gens qui vont justement tracer les voies pour les routes. Et si en plus ces gens-là, ça leur fait plaisir, qui s'éclatent et qui ont un très bon, qui le sentent bien, voilà, pourquoi se priver? Donc franchement, je sais, il y a le poids de la passer à un moment. Je t'inviterai aussi à peut-être à rapprocher d'un de nos enseignants-chercheurs, Axel Grégoire, parce qu'effectivement, il vient de passer sa thèse, elle est à peu près, vous êtes à peu près de la même génération. Et elle a beaucoup travaillé sur les cartographies. C'est Terraforma. Axel Grégoire, c'est une des 3 de Terraforma. Donc, voilà, ah oui. Je pense qu'effectivement, ça fait partie des sujets qui pourront aussi te motiver. Donc moi, je voulais te dire que voilà, je te remercie pour la présentation, pour le niveau d'excellence que tu as développé à la fois dans le discours, la recherche, la finesse. Je disais tout à l'heure dans le couloir qu'effectivement, les rapports de mission, j'ai cru que c'était le mémoire. Je me suis dit que j'ai trompé. Voilà. Parce qu'effectivement, il est extrêmement documenté, très synthétique, très précis. C'est une mission complexe à la croisée des mondes sciences et design. Et là aussi, on est sur une ouverture cosmique là pour la profession, donc c'est super. Des outils qui ont été expliqués, tu as utilisé des outils que tu as expérimentés, que tu as créés. Des collaborations qui ont fonctionné dans des approches transversales, des études de terrain, des interviews usagers. Alors on sent que c'est à la fois de haut niveau et en même temps bien dans la proximité avec l'activité des gens. Donc du coup, voilà, enfin, on est vraiment dans le cœur du rider, ça bosse et il y a des échanges, c'est vraiment voilà. Du coup, la seule chose qui m'a manqué dans le rapport de mission, c'est une conclusion plus personnelle sur ton changement de positionnement, comment tu le sens. Bon, on le trouve aujourd'hui dans ton oral, il est assez clair. Je dirais qu'il reste à l'assumer maintenant. Voilà, je veux dire, des fois, quand on ouvre la profondeur, il y a des découvertes. Donc voilà, moi, je peux que t'encourager à poursuivre. Et comme je te l'ai dit, j'aimerais bien aussi qu'on communique, qu'on te recevoir aussi à l'école pour parler de ce travail, pour aussi éclairer un peu la voie à des gens qui ne savent pas trop comment le prendre, qui auraient envie, mais qui ne savent pas trop. Valoriser aussi les parcours, on a des design et sciences, mais qui ne trouvent pas non plus leur vie au sein de l'école, ou très mal parce que les designers, les scientifiques, en fait, nous, tous les deux, c'est pas grave en fait, c'est un métier chouette. Voilà. Donc merci. Merci. Bon, je peux conclure, mais il y a beaucoup de choses qui a été dites. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est au début, tu nous as très tôt embarqué sur ce sujet-là. En mémoire, les premières discussions avec David, on s'est beaucoup posé de questions en fait, sur certaines voies que tu as voulu explorer à un moment donné. Et puis finalement, ce que je trouve très très riche dans ton travail, c'est la multiplicité des niveaux sur lesquels tu interviens. Et ça, c'est vraiment la grande richesse de la lecture de ton mémoire, c'est d'être à la fois embarqué dans une très grande richesse au niveau des concepts que tu es allé chercher à droite et à gauche. Et là, c'est très très positif. D'avoir aussi ce travail pratiquement charnel de ton expérience de terrain, et puis cette capacité que tu as eue à en faire des outils, c'est-à-dire à revenir sur un espèce de mélange entre à la fois du concret et puis une prise de hauteur sur le travail que tu as pu faire à la station. Et ça, c'est extrêmement riche, et je trouve que, malgré ce que tu as dit tout à l'heure,
j'aimerais bien que tu continues sur ce travail de rendre en compte la complexité pour la rendre visible pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça amène de nouvelles manières de penser pour d'autres projets, même si c'est très important d'être ancré sur ce que tu as pu faire là autour de la mer et autour de la station marine. Mais il y a plein de clés à l'intérieur qui pourraient être des pistes très intéressantes pour nous, parce que finalement, soit en abordant des problèmes de design du territoire, ça devient très intéressant, mais même pas que des problèmes de design du territoire, d'autres approches pourraient être très intéressantes. Là, je parle de mon autre casquette, design en entreprise, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière? Et bien finalement, tes regards, il y a, en prenant un peu de recul entre guillemets dessus, il y a plein de pistes qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc à continuer. Et là, je dis, la thèse de doctorat, c'est pas en soi un apprentissage, c'est pas en soi de reprendre les études, mais c'est vraiment continuer ton travail de recherche autour de ça. Merci. Bravo.